Bonjour à tous, merci à vous, enseignants comme élèves, pour votre participation à cette 29e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre et à cette 26e édition du prix des lycéens. Cette année, comme vous avez pu le constater avec la sélection de reportages, l'Ukraine est au cœur des débats. Nous vous proposons donc un entretien préparé et enregistré il y a quelques jours, le 27 septembre, par vos camarades du lycée Jeanne d'Arc de Bayeux, avec Jérôme Delay, photojournaliste et commissaire d'une exposition consacrée à Mariupol et qui sera visible à Bayeux jusqu'au 30 octobre. Je leur laisse la parole. Alors Jérôme Delay, vous êtes photojournaliste depuis près de 40 ans. Pourriez-vous nous définir le terme de photojournaliste et nous donner dans les grandes lignes votre parcours ? Waouh, 40 ans. Merci. Ça fait toujours plaisir. Le photojournalisme, c'est quoi? Le photojournalisme, c'est d'abord c'est du journalisme et c'est une forme d'écriture. Disons que il y a des gens qui sont doués pour écrire, il y a des gens qui sont doués pour faire de la radio, il y a des gens qui ont une belle voix, il y a des gens qui sont de bons éditeurs. J'ai l'avantage d'avoir un petit regard et d'avoir eu pas mal de chance de pouvoir progresser dans la profession et d'écrire avec un appareil photo et de raconter ce que je vois et un petit peu de participer à l'écriture globale de l'histoire. Et c'est pour moi une des choses les plus importantes dans le métier de reporter, dans le métier de journaliste. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on doit vraiment faire une différence au niveau de notre but, au niveau de notre raison d'être entre un reporter écrit, un reporter de télévision ou un photojournaliste. On fait tous le même travail, mais de manière différente. Voilà, quant à mon parcours, je suis photographe parce qu'en fait je ne savais pas faire grand-chose d'autre. D'un naturel relativement feignant et assez timide. Comme je dis toujours, au moins quand je suis caché derrière mon appareil photo, j'ai pas besoin de parler aux gens et de voilà. Mais bon, j'exagère un petit peu, mais disons que j'ai commencé à faire des photos aux États-Unis, à travailler comme pigiste pour Associated Press, où je faisais du sport, je faisais du basket et du foot américain. Et puis un jour, l'AFP a démarré un service international. Ils sont basés à Washington. Ils m'ont embauché. Et de là, j'ai travaillé sur Washington comme éditeur, et puis ensuite comme éditeur photographe, et j'ai été promu, muté, si vous voulez, à couvrir la Maison Blanche, le Sénat, ce qui m'a permis de voyager pas mal et de voir, comment dire, ça m'a permis pas de participer, mais d'être témoin des décisions qui étaient prises au niveau global et qui affectaient le reste du monde, si vous voulez. Jusqu'au jour où c'était, ma foi, très confortable, mais je me suis dit, j'aimerais bien quand même aller voir comment ces décisions affectent les gens sur le terrain. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé en poste en Israël, à Jérusalem, à couvrir le conflit israélo-palestinien, et de fait à couvrir aussi le conflit yougoslave. Et une fois qu'on a mis la main dedans, c'est un engrenage. Je me suis retrouvé en Afghanistan, je me suis retrouvé au Rwanda, je me suis retrouvé en Irak, je me suis retrouvé partout. Voilà. Et là, ça fait 17 ans que je suis basé en Afrique du Sud. Où c'est l'été en ce moment. Et d'ailleurs, il fait froid là ici, je trouve. Pardon. Et d'où vous est venue à la base cette passion de la photographie? Est-ce que c'est entre guillemets naturel? Vous avez toujours voulu faire ça ou à un moment des D'où m'est venue la passion de la photo, je sais pas, enfin, disons que je viens pas du tout d'une famille de gens de médias, je viens pas du tout d'une famille d'artistes, si vous voulez, quoique, enfin mon père était, enfin mes parents sont toujours là, mais mon père était prof d'anglais, ma mère était prof de maths, j'ai eu tous les deux au lycée, avec toutes les frustrations que ça peut entraîner, avec tous les... Mais disons que mon père a toujours fait de la peinture,
Donc quand j'étais gamin, je les voyais peindre. Pour moi, peindre un truc, c'est faire un trait, cadre, les bras, les jambes, et puis il y a une tête, c'est un rond avec un smiley, quoi. Parce que je suis incapable de peindre. Donc je pense que pour pouvoir m'exprimer, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Et puis, au lycée, j'étais membre du club photo. Je me suis occupé pas mal du club photo. Et puis, de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressé à l'actualité. Et puis aussi, j'ai toujours été très curieux. Toujours été très très curieux. Et oui, vraiment, je suis photographe parce que je ne peux pas être pilote de Formule 1, je ne peux pas piloter un 747, mais en fait, je suis très content de ne pas être pilote de Formule 1 et de ne pas savoir piloter un 747. Donc on va plus maintenant parler des risques, et donc on a vu que les journalistes étaient de plus en plus pris pour cible, et du coup est-ce que vous avez déjà été blessé? J'ai été blessé profondément moralement, si vous voulez. J'ai été blessé, je me suis pris une balle en caoutchouc dure à Gaza. J'ai eu des accidents de voiture sur le terrain, parce qu'on pense souvent que ce sont les mortiers et les balles qui peuvent être le plus dangereux, mais souvent le plus dangereux se fait dans les transferts. J'ai eu 3 vertèbres cassées en Irak, dans un accident de voiture. Le danger, il est là. Je pense qu'il est beaucoup plus dangereux à l'heure actuelle de faire ce métier qu'il y a 15-20 ans. Parce que bon, même si je l'ai fait, ça fait 40 ans que je l'ai fait, bon, 15-20 ans, c'est très bien, on va se tenir à ça. Hein. Et pour 2 choses, c'est qu'on devient de plus en plus l'ennemi, parce qu'on est là pour dire la vérité. Et parce qu'il y a aussi un côté immédiat de la diffusion de l'image. Au Vietnam, Patrick Chauvel vous dirait, lui c'est un vrai vieux, Patrick Chauvel, ça fait 50 ans qu'il fait ce métier. Tu vois, Patrick Chauvel vous dirait, bon, Patrick partait avec les GIs américains, il partait pendant 3 semaines, 1 mois. Et il était avec eux, MBD, il suivait toutes les opérations, et il revenait, et ensuite ces images étaient diffusées. Alors qu'à l'heure actuelle, en Bosnie, par exemple, pour le siège de Sarajevo, on commençait déjà à passer des images en direct, mais travaillant pour une agence télégraphique, oui, on envoie des images au quotidien. Maintenant, on envoie des images en direct. Je veux dire, donner un exemple, l'enterrement de la reine d'Angleterre, AP a envoyé 3000 photos dans la journée, et je veux dire, bon, 3000 photos, pour moi, c'est presque une aberration. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne photo dans tant de photos? Mais disons que une image est faite, elle est transmise directement du boîtier à l'ordinateur d'un éditeur, là, qui la vérifie, la légende, et 30 secondes après, boum, elle est sur les réseaux, elle est partout. Donc il y a ce côté immédiat qui rend notre travail beaucoup plus dangereux sur le terrain, surtout en zone de conflit. Parce que vous êtes avec une armée, vous êtes avec des rebelles, vous êtes avec des freedom fighters, suivant comment vous les appelez. Vous pouvez être dans une position stratégique, et le fait, et on voit très bien ce qui se passe en Ukraine à l'heure actuelle, vous pouvez mettre en danger non seulement vous, mais aussi les gens avec qui vous êtes, en diffusant le lieu où vous vous trouvez, l'équipement qui s'y trouve, et les gens, en direct. Donc, pour moi, le plus grand danger à l'heure actuelle, oui, c'est ce côté immédiat. Et puis aussi qu'on est beaucoup plus pris comme cible, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, parce que par nature, on est des fouilles-merdes, et par nature, on veut vraiment dire la vérité. Et vous parlez d'AP, donc votre agence. Ce n'est pas la mienne, hein, c'est l'agence pour laquelle je travaille. J'aimerais bien que ça soit la mienne. Vous êtes passé par l'agence France Presse avant, dans votre parcours. Et quel est le rôle de l'agence dans la transmission des images? Quel est le rôle en fait de l'agence? Alors, le rôle de l'agence, il y a 3 grandes agences au niveau mondial. Il y a Associated Press,
L'agence France-Presse, c'est Reuters. En tant qu'agencier, nous sommes des grossistes de l'information, si vous voulez. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la qualité. Mais nous, notre rôle, en fait, c'est pratiquement de couvrir tout le temps, partout. Avec les moyens qu'on a. Comme on dit, l'argent ne pousse pas sur les arbres, et faire du reportage et faire du journalisme, ça coûte excessivement cher. Mais on arrive à s'en sortir. Donc, le rôle de l'agence, oui, c'est donc un rôle global de fournir des documents qui sont non seulement vérifiables, mais vérifiés, qui sont sans ambiguïté, et qui surtout montrent, surtout dans le cas de conflit, qui arrivent à montrer les deux côtés du conflit. Je veux dire, par exemple, sur l'Ukraine à l'heure actuelle, nous avons des gens qui travaillent en Ukraine, côté ukrainien, si vous voulez, mais nous avons aussi des gens qui travaillent sur le côté russe. Et donc, il y a un devoir d'impartialité que nous devons avoir en tant qu'agencier, qu'on ne trouvera pas forcément dans un quotidien ou dans une chaîne de télé, enfin, surtout en France. Enfin, en France, on catalogue facilement les médias comme étant... il y a des médias de gauche, il y a des médias de droite, il y a des télévisions populistes, il y a des télévisions pro-gouvernement, pour ne nommer personne. En tant qu'agencier, on est au-dessus de tout ça. Voilà. Notre travail, c'est de voir, de témoigner et de dire ce qui se passe. Et aussi, on fait de plus en plus de travail d'enquête aussi. Et nous ne sommes pas des militants. Je veux dire, on ne travaille pas pour Human Rights Watch. Moi, je ne travaille pas pour MSF. Je ne travaille pas pour Human Rights Watch. Je ne travaille pas pour un gouvernement quel qu'il soit. Je travaille pour la vérité. Voilà. Et justement, comment vous choisissez les conflits que vous allez couvrir ? Je ne sais pas si on les choisit vraiment. Moi, j'aimerais bien ne pas avoir à les choisir. Enfin, ne pas avoir eu à les choisir, parce que j'en fais quand même un petit peu moins maintenant. Je dirais plus, ce sont les conflits qui nous choisissent, d'une certaine manière. Je veux dire, si vous avez... D'abord, il y a une expérience. Moi, c'est sûr, dès qu'il se passe un truc en Afrique, vu que c'est quand même j'aime pas utiliser le terme de terrain de jeu, mais c'est quand même ma zone de savoir, si vous voulez, d'expertise. Il est sûr que on va m'envoyer tout de suite. Là, je reviens, il y a 3 jours, j'étais en Somalie, à la frontière éthiopienne. Et puis il y a aussi, il y a des affinités, il y a aussi, on ne pousse personne à aller prendre des risques. Je pense qu'il y a une volonté il y a une volonté de découvrir des choses, il y a une volonté de curiosité, il y a une volonté de comprendre, vraiment de comprendre pourquoi est-ce que ils se foutent, excusez-moi français, mais pourquoi est-ce qu'ils se foutent sur la gueule ? Pourquoi ? Et aussi une volonté de donner une parole à des gens qui n'en ont pas forcément une. Parce qu'en fait, qui sont les victimes, premières victimes d'un conflit ? Ce sont les femmes, les enfants, ce sont les vieillards, ce sont les civils, ce sont les gens qui perdent leur maison. Je veux dire, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'émotion, ne pas vous sentir concerné par ce qui se passe. Ne pas vouloir, d'une manière ou d'une autre, c'est pas faire quelque chose, mais participer à cet effort collectif de compréhension. Vous voyez ? Et je reviens une fois de plus sur ce fait que j'ai des collègues qui sont militants. Je ne suis pas un journaliste militant. J'ai mes idées. Elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises.
Mais je ne vais pas les afficher comme ça. Oui, c'est pas votre objectif. C'est pas mon objectif. Et puis aussi, il faut savoir que je représente une grosse agence qui, au niveau de la pyramide des agences en qui on fait confiance, est au top du top. Et donc, si à n'importe quel moment, il pourrait être perçu que je prenne parti pour quelque chose, à ce moment-là, très très vite, et surtout à l'heure actuelle, avec les milieux sociaux, et tous ces trucs-là, mon nom disparaîtrait, et ça serait l'agence a dit que. Vous voyez, il y a des conflits auxquels si vous me posez une question tout de suite sur le conflit israélo-palestinien, je serai absolument dans l'incapacité de vous répondre quoi que ce soit. Et pour revenir plus au niveau des violences, des guerres, donc je suppose que vous avez déjà eu peur pour votre vie, comme vous l'avez dit, puisque vous avez vécu des accidents de voiture. Et comment vous avez géré cette peur donc, sur le terrain? C'est facile de gérer sur le terrain en fait. C'est plus difficile de gérer après. Je vais vous raconter une petite anecdote en fait. Je pense qu'il peut bien résumer. J'ai passé beaucoup de temps. J'étais basé en Israël à couvrir le conflit israélo-palestinien. Et pendant ce temps, comme je vous disais tout à l'heure, je suis allé au Rwanda, j'allais en Yougoslavie. Je partais 1 mois, 2 mois. Ensuite, la deuxième guerre du Golfe, j'ai passé 6 mois à Bagdad. À l'époque, j'avais 2 petites filles qui sont grandes maintenant et qui se faisaient, je suis sûr, beaucoup de soucis pour moi, mais disons que c'est toujours plus impressionnant vu de l'extérieur que de l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on connaît, on est dans la boîte, on sait ce qui se passe. Maintenant, une de ces 2 petites filles s'est mariée avec un producteur qui travaille pour CNN et qui passe son temps où? Eh bien, en Ukraine. Et je me retrouve, comme un vieux con, à me faire du souci pour mon gendre. Enfin, c'est un copain, en fait, c'est un collègue. Et puis, on fait du vélo ensemble, on voit des coups, et voilà. Mais à me faire du souci pour lui. Et brusquement, je m'aperçois, je me dis, mais putain, c'est le revers de la pièce, mais je m'aperçois que j'ai rendu la vie misérable aux gens de ma famille et de mon entourage pendant toutes ces années, et que j'étais d'un égoïsme, vraiment très très égoïste. Parce que c'est beaucoup plus dur, vu d'extérieur, d'avoir quelqu'un, sa famille, qui est dans une zone de guerre, dont on ne voit que ce que lui voit, mais on ne voit pas tout le background. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste. Donc ça c'était une bonne claque. Et puis on gère, parce que c'est sûr que nous on a cet avantage, c'est de pouvoir partir, alors que les gens restent. On s'attache aux gens, ce qui n'est pas un mal, mais il faut quand même toujours savoir, toujours pouvoir garder un peu une distance, justement, et c'est là où en fait le travail de photographe est facile, où le nombre de fois je me suis caché derrière cet appareil photo. Et ensuite, on voit tout en 2 dimensions dans un appareil photo. Puis on peut pleurer derrière un appareil photo. Comme une protection. Une protection, une cachette, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Voilà, donc des fois, oui, il y a des retours difficiles, il y a ce qu'on appelle du PTSD, il y a des séances au psy, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et puis, il y a surtout aussi une camaraderie avec des collègues avec qui on a partagé des moments très très forts, avant, pendant et après. C'est pas... j'aurais pas aimé être la mère de mes enfants. Ce que vous avez fait vivre à votre famille, c'était quelque chose de pas facile, quoi. Bah oui, tout à fait. Et surtout, moi, j'ai pas vu mes gamines grandir. Oui. Et c'est un regret pour vous ou... C'est un regret sans être un regret. Je veux dire, elles sont grandes maintenant et on a rattrapé le temps perdu. Mais ça a été beaucoup de travail.
Donc justement, vous parliez d'émotions tout à l'heure, donc entre l'Israël, le Mali, le Pakistan, l'Éthiopie, c'est quel endroit qui a été pour vous le plus dur émotionnellement et aussi également en termes de risque le plus dur à vivre? Le plus dur, c'est maintenant, ici, tout de suite. Non, en face de vous. Non, c'est vrai. Hein. T'es originaire d'Al-Qaïda. Bah, parce que je suis tout nu, là, je me mets tout nu. Je veux dire, il y a des souvenirs. Il y a des très très bons souvenirs, il y a des très très mauvais souvenirs. Il n'y a pas d'endroit plus horrible que d'autres. Je veux dire, je suis quelqu'un de profondément athée. Et si je ne l'étais pas, je pense que je serais devenu. Parce que, au cours de ma carrière, j'ai quand même vu le pire de l'homme. Enfin, je sais pas, j'étais témoin de situations de boucherie en Centrafrique, des scènes absolument horribles. Et c'est là où on voit comment l'être humain en meute peut se comporter comme un monstre. Comment une foule de 300 personnes peut brusquement vriller quand quelqu'un pointe à quelqu'un et partir en chasse sur cette personne. Et je veux dire, on est dans un film d'horreur, on est dans un film de Tarantino, on est dans le pire ce que la nature humaine a à offrir. Par contre, j'ai vu des trucs, des beaux moments aussi, je veux dire. Les réfugiés kosovars, par exemple, qui arrivent en Albanie. J'avais fait une photo d'une petite fille qui s'appelait Albenita, elle avait 2 ans, 3 ans, elle était tombée d'un tracteur. Bon, il y a quand même 600 000 Kosovars qui ont été poussés par les Serbes sur l'Albanie et la Macédoine. Et elle était tombée de son tracteur, elle avait les yeux qui étaient black and blue, enfin qui étaient tout au beurre noir, avec ces 2 couettes comme ça, belle comme un ange, qui pleurait un peu. Je l'avais photographiée rapidement. Et cette photo, à l'époque, avait fait la une de pas mal de journaux, et surtout en Allemagne. Et c'était avant les réseaux sociaux, c'est vraiment le début d'Internet, des années 2000. Et les Allemands ont fait une collecte, ont récupéré, à l'époque, je ne sais pas, l'équivalent de 50, 60, 80 000 euros, alors que c'était des Deutschmark à l'époque, parce que la photo de cette petite fille leur ont fait prendre conscience du conflit, et surtout ça a permis aux gens de s'identifier aussi. On a tous une petite fille qui pleure. Sa propre fille, une cousine, une petite sœur, voilà. Et les gens s'identifiaient, et du coup cet argent a permis de la faire sortir et de l'emmener avec sa famille en Allemagne, et de fil en aiguille, ça on parle il y a plus de 20 ans, aux dernières nouvelles que j'ai eues, elle faisait des études de médecine à Munich. C'est une belle histoire. Voilà. On n'est pas là pour sauver le monde, mais des fois une photo de quelqu'un peut changer quelque chose. Et moi, mon plus grand désespoir sur le terrain, c'est de ne pas revenir avec des valises pleines de gamins. On ne peut pas. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le conflit qui vous a le plus marqué et pourquoi ? Je pense que le conflit qui m'a le plus marqué, disons qui m'a le plus formé, ou qui m'a le plus... dont je fais le plus partie, si vous voulez, c'est la Bosnie. Pourquoi ? Parce que j'étais gamin. Pourquoi ? Parce que il y a toute une génération de photographes et de journalistes qui s'est retrouvée là-bas. On parle de génération Sarajevo, de la même manière qu'on parlait de génération Vietnam, comme certainement on parlera de génération Ukraine. Parce que j'y ai passé beaucoup de temps, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on y fait des rencontres, on y vit des moments forts,
on a des moments de rage et d'impuissance face à ce sentiment de ne pouvoir rien faire, si ce n'est que de documenter ce qui se passe en espérant que quelqu'un pourra faire quelque chose. Parce que c'est ça aussi notre travail. C'est, sans être militant, une fois de plus je le répète, mais c'est d'interpeller. Yanis Berakis, qui était un des meilleurs potes, qui est venu ici, qui avait gagné le prix du public et le prix photo il y a 3-4 ans, 4 ans, qui est décédé depuis, hélas, il avait dit, je fais ce travail pour que vous ne puissiez plus dire « je ne savais pas ». Il a tout à fait raison. Vous ouvrez les yeux au monde entier, enfin, vous dévoilez tout ce qui se passe, même... Ouais, et puis enfin, tout à l'heure je parlais du plaisir égoïste, l'égoïsme dans tout ça, c'est aussi de pouvoir être celui qui est témoin de l'histoire, de la marche de l'histoire. Par exemple sur la Yougoslavie, je veux dire, vous pouvez trouver, Yougoslavie et Irak, vous pouvez trouver mes images dans des livres d'histoire. Je dis la Yougoslavie, les amants, Roméo et Juliette, les amants de Sarajevo, lui était serbe, lui était bosniaque musulman, elle était serbe, ils ont essayé de s'échapper, ils se sont fait tuer en essayant de s'échapper, de sortir de Sarajevo, ils sont restés pendant une semaine dans une embrassade, l'un sur l'autre, sur un pont. C'est une image qui avait symbolisé la stupidité de la guerre et de ce conflit ethnique à l'époque. Et justement, vous venez de nous dire que le conflit bosniaque, c'était celui qui vous avait le plus marqué, et notamment donc, il y a eu le siège de Sarajevo. Et aujourd'hui, ce siège il est particulièrement comparé au siège de Mariupol, et vous êtes actuellement commissaire d'une exposition sur Mariupol. Donc je me demandais comment est-ce que vous choisissiez les photos. Ça, c'est un heureux hasard, hein, quand même. C'est pas du tout un hasard. Je ne suis pas allé à Mariupol, mais il est évident, comme vous dites, qu'on voit bien, il y a un parallèle. Okay, il y a un parallèle qui se fait, qui a été fait. Et je sais pas, je me suis senti obligé, mais je me devais histoire de mettre mon petit grain de sel sur l'histoire de l'Ukraine. Je suis allé en Ukraine il y a plusieurs années, j'ai fait la Révolution Orange, j'ai fait plusieurs histoires en Ukraine, mais je ne suis pas allé sur ce conflit. Et pourtant, il y a une espèce de feeling d'appartenance quand même, et de déjà-vu. Et le travail de Evgeny et de Mislav est un travail absolument extraordinaire, et je me devais de l'élever aussi haut que possible. Et n'ayant pas participé sur le terrain, eh ben de participer dans un lieu comme Bayeux, qui est quand même le temple du reportage de guerre. Mais c'est sûr qu'en préparant l'exposition, j'ai Sarajevo qui tourne en boucle dans ma tête. Là, il n'y a pas, je ne peux pas vous dire non. Mais justement, comment vous les choisissez précisément, les photos? Là, les photos, je les choisis toutes seules. Je veux dire, c'est... l'exposition de Mariupol, tout a été fait sur 3 semaines. Okay, et en fait, c'est l'histoire de 2 journalistes qui, eux, sont allés à contre-courant quand tout le monde partait, qui, eux, sont arrivés et ont décidé de rester, jusqu'au point où ils se sont trouvés coincés. Et dans ce métier, en fait, se retrouver coincé dans un endroit comme ça peut être très très dangereux, mais c'est aussi une chance extraordinaire. Ça permet vraiment de raconter l'histoire de l'intérieur.
et de faire face à tout fake news qui peut arriver de gouvernement, d'un côté comme de l'autre, et de propagande. Et ils ont fait un travail absolument remarquable. Et donc cette expo, en fait, c'est peut-être même plus... Enfin, c'est... Comment dire? C'est un regard sur le conflit en Ukraine, mais vécu par 2 journalistes. Donc c'est une exposition qui est relativement à la première personne. Mais qui permet vraiment de comprendre ce qui se passe, avec toutes les émotions, avec toutes les horreurs. Et d'ailleurs, de mes souvenirs à AP, je crois que c'est une des histoires qui a eu le plus d'impact au cours des 10, 15, 20 dernières années. Pour que... Déjà, Libé en avait fait une double page photo, c'est très rare. Le Monde en a fait la une, ils ont traduit l'article, alors que pour que Le Monde traduise un article qui n'est pas... Enfin, d'agence, qui fasse un énorme portfolio, qu'ils ont fait une énorme double aussi, et que mes collègues me téléphonent ou m'envoient des mails en me disant vraiment bravo. Hein. Vraiment, là tu peux être fier de AP. Eh ben, un truc comme ça, on a envie de le partager. On a envie de le montrer à un maximum de gens, on a envie de le partager avec vous. Et ça me fait excessivement plaisir de partager le travail de ces 2 photographes et cette expo avec vous. Voilà. Oui, parce que vous êtes donc pas rendu sur le sol ukrainien depuis le début du conflit. Non. Et du coup, comment vous faites concrètement pour discuter avec et partager les photos avec les photographes qui sont sur place? De quels moyens? Alors là, moi, je m'occupe pas du tout de l'Ukraine. Hein. Je veux dire, moi, j'ai plein à faire avec 52 pays en Afrique. Donc là, vraiment, cette exposition, c'est un petit peu ma danseuse, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. J'ai vraiment un regard complètement extérieur vis-à-vis de tout ce qui est l'éditorial, toute la grosse machine de AP qui travaille sur l'Ukraine. Ok. Mais la manière dont il travaille, de toute façon, ça va être expliqué dans l'expo. Mais il faut savoir que sur le terrain, souvent, il faut trouver de l'électricité, il faut trouver des moyens de transmission. À l'heure actuelle, on pense qu'il y a Internet partout, mais pas forcément. Donc, il y a des moyens satellitaires. On utilise des machines qui s'appellent des biganes ou des moyens de transmission par satellite. Et il faut survivre aussi. Il faut se nourrir, il faut dormir, il faut être dans une très très bonne condition physique, je pense. Et puis il faut être aussi surtout un peu flingué. Aussi. Et puis avoir de la chance. Comme on dit, je ne sais plus qui disait ça, mais ne pas avoir de chance dans notre métier est une faute professionnelle. Et là, si il y en a qui n'ont pas eu de chance, on a enterré beaucoup des potes. Ouais. Et d'ailleurs, ici, vous êtes allé sûrement, je pense que vous connaissez les stèles, le mémorial. Toujours un moment très émouvant. Du coup, tout à l'heure, vous parliez des civils, donc ils ont été beaucoup au centre des reportages. Et donc vous, en tant que photographe, comment vous gérez la relation avec eux? Et est-ce qu'ils ont peur d'être photographiés? Non, en général, les gens n'ont pas peur d'être photographiés. Je pense qu'on ne peut pas parler de prendre une photo ou voler une photo. C'est pas un bon terme. Ce qui se passe souvent dans les situations qui sont assez dramatiques, qui peuvent être assez horribles, qui sont très stressantes, les gens ne vous voient pas. Et c'est comme si chacun avait sa place. Enfin, je veux dire,
les scènes de vie quotidienne, même que ce soit une explosion, un bombardement, un accident, tout ce que vous voulez, c'est un petit peu comme un théâtre et chacun a sa place dedans. Les choses se passent très très vite. Et je pense qu'il faut savoir travailler avec respect et avec humilité et avec humanité. Et je pense que c'est le cas d'une grande majorité de mes collègues. Il y a des situations où c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas être photographiés. Et là, on peut sortir un petit peu du cadre du conflit, en parlant des civils, parlons par exemple dans les hôpitaux, dans les... Voilà, là, je reviens de Somalie. J'étais 4 jours à la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie, parce que ça fait 4 saisons des pluies qui ne sont pas arrivées, et que nous allons certainement faire face dans le mois qui vient à une des famines les plus catastrophiques que la Corne de l'Afrique ait connue depuis 20 ans. Alors comment est-ce qu'on photographie ça? Eh ben, on parle avec des gens. Il y a des gens qui veulent raconter leur histoire, il y en a qui ne veulent pas forcément. Mais en général, les gens veulent raconter leur histoire. Je pense, c'est comme toute rencontre. On n'arrive pas, on rentre pas dans une hutte, faire des photos et puis on sort. Non, je pense qu'il y a un dialogue, il y a un peu de confiance. Et puis dans des endroits où il y a énormément de monde, par exemple, ça peut être des gens qui font la queue pour prendre de l'eau, ou ça peut être dans un dispensaire, dans un hôpital ou un truc comme ça. Juste un regard, souvent, si vous voulez pas être photographié, ben vous voyez bien, les gens font ça. Et 3/4 du temps, quand vous voyez des photos de gens qui sont comme ça, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être photographiés. Et ça, faut le respecter, je pense. C'est pas la peine d'attendre que la personne la surprendre. Des gens, il y en a partout, des émotions, il y en a partout, il y a des gens qui veulent parler, qui veulent raconter leur histoire. Ben, nous, on est là pour leur donner une voix. Et comment vous êtes vu à votre arrivée donc sur des zones de conflit par donc ces civils qui sont victimes de ces conflits, et vous, venant d'un monde occidental où la vie est bonne, où vous n'avez pas de problème de santé, de famille, de quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des a priori ou sinon ils vous voient un peu comme des sauveurs entre guillemets? Alors ça dépend des endroits, ça dépend où. C'est sûr que on a un métier difficile dans le sens où on n'a rien de concret à apporter aux gens et que les gens attendent quelque chose de concret tout de suite. Que souvent on va nous demander, je pense qu'on peut donner soit des médicaments ou de la bouffe ou du matériel ou construire un puits ou des choses comme ça. Et c'est là où il y a un travail de communication très important. Enfin, le travail de communication est très important. Il y a des gens qui carrément peuvent vous demander de l'argent, mais éthiquement c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc il faut trouver un moyen d'expliquer, de dire que nous, notre rôle dans cette grosse machine humanitaire, si vous voulez, c'est de raconter leur histoire et qu'on est juste une chaîne, enfin un maillon d'une chaîne qui fait que les gens voient les images, les gens lisent leur histoire, les politiques, les Nations Unies prennent des décisions, les donneurs, les philanthropistes, l'argent tombe, que la chaîne, on remonte la chaîne, ensuite on redescend la chaîne, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais et que tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et c'est sûr que quand les institutions internationales traînent,
ben, les gens ne sont pas contents. Ils savent l'avenir, ils connaissent leur avenir et savent que c'est quelque chose. Ben, ils connaissent leur avenir, mais il y a aussi le fait, alors ce que j'ai vu là, ce qui se passait en Somalie, quand même il y a des signes, mais il y a des gens qui ont traversé la moitié du pays, qui étaient dans un endroit qui n'était pas forcément touché par la sécheresse, mais qui anticipent. Et il faut savoir que, par exemple, bon, là je parle de la Somalie parce que j'y étais juste il y a quelques jours, 80% des Somaliens sont connectés. Okay, je veux dire, au fin fond du bush, et ça c'est un des miracles des téléphones portables, c'est que ça a vraiment ouvert la communication sur tout le continent africain. Parce qu'il n'y avait pas besoin de mettre des câbles et des poteaux pour traverser les pays. Donc ils sont tous connectés. Et donc, ben, l'information va très très vite. Et si on sait que ben, à tel endroit, à Baidoa, il y a un camp où il y a des toubibs, où il y a des humanitaires, où il y a de l'assistance, ben, plein de gens vont venir. Plein de gens vont venir. Mais d'un autre côté, la situation là-bas est quand même assez tragique. Où j'étais, les autorités locales ont délimité un périmètre pour faire un cimetière. Il y a 5 jours, il y avait 13 tombes. Donc ça veut dire que sur un afflux de à peu près 3000 personnes jour qui arrivent, en un mois, il y a eu 13 victimes, si vous voulez. La taille du cimetière, c'est 3 stades de foot. Donc ça veut dire qu'il y a une anticipation. Ouais. Et ça, c'est assez effrayant. Lorsque vous êtes en reportage, est-ce que vos photographies, vous les décririez plutôt comme spontanées, ou est-ce que vous cherchez plutôt à capturer un moment précis ? Alors si je choisis de capturer un moment précis, ça veut dire que d'une certaine mesure, je contrôlerai la situation dans laquelle je me trouve. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je laisse faire les choses. Par rapport à la mise en scène aussi, est-ce que... Je ne fais pas de mise en scène, quoique... je ne dis pas aux gens ce qu'il faut faire, mais il est évident que je vais choisir le fond d'une image où potentiellement il va se passer quelque chose. Et qu'ensuite, les éléments vont arriver, les gens vont arriver dans ce fond. Une fois de plus, je refais la référence d'un petit peu comme dans un théâtre. Une image se construit. Et donc là, il y a une grosse horloge, il y a une image de Churchill, si cela, et bien je me mettrai là, et puis j'ai mon cadre, et ensuite vous allez arriver par là, et ben, les éléments vont se mettre en place tout seuls pour me permettre de raconter l'histoire de qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes ici, et voilà. Mais je me défends vraiment de contrôler, de dire aux gens ce qu'il faut faire. Pas du tout. Sauf si c'est un portrait. À ce moment-là, je dis, bon, on fait un portrait, donc là je contrôle tout. Je contrôle les lumières, je dis comment vous habillez, voilà. Mais c'est pas du tout la même chose. Et je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de spontanéité dans ce qu'on fait aussi. Et d'ailleurs, avec l'avènement du numérique, donc la photographie a changé. Comment vous l'avez vécu pour votre propre travail ? Ça a vraiment facilité les choses. Parce qu'avant le numérique, il y a le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'avant le numérique, on voyageait avec des cuves et des produits chimiques qui maintenant sont interdits sur toutes les compagnies aériennes, hyper toxiques pour pouvoir développer les films. Et le nombre de salles de bain d'hôtel que j'ai détruits
avec un truc qui s'appelle le Blix, qui est une espèce d'acide hyper corrosif qui vous donne les doigts complètement jaunes pendant des jours et des semaines, et qui teint de manière permanente tout ce que ça touche. Donc si vous avez une salle de bain un peu avec un évier un peu marbré ou un peu... il est foutu. Donc il y a ça, donc il faut développer les films, il faut les sécher, donc il faut avoir un gros séchoir. Après ça, il fallait voyager avec un agrandisseur, parce qu'il fallait faire un tirage. Donc on transformait une salle de bain d'hôtel en laboratoire. Il fallait que ça soit noir. On faisait un tirage. Ensuite du tirage, il fallait le mettre sur un belin, ça s'appelle un belin, c'est l'ancêtre du fax. C'est un rouleau, accroché dessus. Et avant ça, il fallait écrire une légende. Donc on avait une machine à écrire, on voyageait aussi avec une machine à écrire. Tac, 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 sur du papier collant. Et on collait la légende sur le haut de la photo. Et ensuite on mettait ça sur le drum, et on envoyait, alors il fallait démonter la prise de téléphone, on arrachait la prise de téléphone, on avait 2 pinces crocodiles, fil noir, fil rouge, et on branchait sur le téléphone. Et il fallait, pour une photo noir et blanc, 12 minutes, pour une photo couleur, 36 minutes par image pour l'envoyer sur Paris, Londres, New York. Et ensuite le diffuser sur le reste du monde. Donc ça prenait du temps. Vu qu'on développait notre propre film, on faisait très attention avant de déclencher. Et ça, c'est ce que je dis à tous les jeunes photographes, c'est pose-toi toujours la question, pourquoi est-ce que tu déclenches à ce moment-là? Mais bon, maintenant avec le digital, on fait du 25 images secondes. Prends tout ce qui bouge. C'est absolument ridicule. Donc c'est plus de la photographie, c'est du mitraillage. Donc avec l'avènement du digital, plus de labo, plus besoin de développer des films. Encore besoin de transmettre, mais on transmet à partir d'un ordinateur. Au début, il y avait encore cette histoire des pinces crocodiles, où on envoyait c'était une transmission analogue, donc on passait d'un fichier digital en impulsion analogue, qui utilise le même principe que le téléphone, qui transforme la voix. Et si vous posez la question, comment est-ce que la voix sur un téléphone normal, dans les vieux téléphones, les téléphones à câble qu'il y a dans les maisons, c'est les trucs en bakélite là, allô, un truc qui sonne, comment est-ce que la voix est transmise de là à l'autre bout du pays, à l'autre bout de la ville, ou la maison d'en face, c'est que la voix est transformée en impulsion électrique qui voyage sur le fil. Et chaque tonalité a une fréquence différente, et donc ça, quand la photo tourne, il y a un petit lecteur optique qui lit, et c'est le principe du fax, qui lit, et suivant chaque tonalité de gris, de blanc ou de noir aura une fréquence différente. Et donc c'est codé d'un côté et décodé de l'autre côté. Après, il y a eu, avec Internet, les satellites et tout ça, maintenant on envoie des photos directement depuis l'appareil photo, comme je vous disais tout à l'heure, sur un ordi. Et puis ça va en direct sur le monde entier. Donc on voyage plus léger. L'editing est plus difficile parce qu'on fait plus de photos. Là, en Somalie, j'ai fait aussi pas mal de vidéos de drones, mais je suis rentré avec pratiquement 500 gigas de matériel. C'est pas mal, effectivement. Oui, j'ai pété un câble, c'est n'importe quoi. Oui, mais quand aussi il y a cette histoire d'insécurité quand on est dans un endroit pendant pas longtemps, et quand on travaille avec des restrictions, parce que à 5h30 il faut être rentré, il y a un couvre-feu, qu'on est toujours avec une escorte, on se trimballe de là à là dans une voiture blindée avec escorte militaire, qu'on peut pas rester au même endroit plus de 1 heure ou 2 heures, une fois de plus pour des raisons sécuritaires. Que tout est encadré. Et ça, ce sont des trucs aussi, on en parlait tout à l'heure, mais ça c'est nouveau par rapport à il y a 20 ans, on n'avait pas ça. On se baladait tout seul comme des grands. Voilà, mais maintenant, il faut qu'on ait des gens autour qui faussent un petit peu aussi le rapport qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire quand vous arrivez pour parler je viens vers vous, je vous raconte pourquoi vous êtes ici, racontez-moi votre histoire, et que là, j'ai 2 gars avec des kalachnikovs à droite à gauche,
et qu'on a 4 autres sur un pick-up à 50 mètres, ça va vraiment fausser le rapport. Donc c'est un autre truc auquel, là je déborde un peu de la question, mais c'est un autre truc qu'il faut gérer. Donc ouais, la technique, ça aide, moi je suis tout à fait pour. Hein. Tout à fait pour. Là nous sommes à une semaine du prix Bayeux, donc vous avez remporté beaucoup de distinctions, de prix dans votre carrière. Est-ce que vous éprouvez de la fierté vis-à-vis de tout ça, des prix que vous avez remportés? Est-ce que c'était un objectif ou c'est vraiment pas ça votre centre d'intérêt? Oui, j'ai gagné 2-3 prix. J'avais gagné le prix du public ici, je crois que c'était en 2010, je crois, qui m'a fait très plaisir. C'est toujours sympa d'être reconnu pour son travail, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit une finalité. Il y a des gens pour qui c'est une finalité, il y a des gens qui font ce boulot pour gagner des prix. Il y a des éditeurs qui vont faire en sorte que leur petit poulain gagne des prix. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais, ceci étant dit, je suis très très proche du prix Bayeux parce que je pense que ça récompense vraiment un des travaux les plus durs au monde. Les plus ingrats, les plus mal payés. Et puis, c'est d'utilité publique. Je veux dire, ce métier est un métier d'utilité publique. S'il n'y avait pas de reporter de guerre, je pense qu'on ne serait pas là. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire à la suite du prix Bayeux? Où est-ce que vous souhaitez peut-être aller prochainement? Ben là, comme je vous disais, je reviens de Somalie, je pense que je vais y retourner parce que pour voir un petit peu l'évolution de la situation là-bas. Je m'occupe beaucoup de photographes sur le continent africain. J'essaie de développer de travailler avec des jeunes photographes, de faire du mentoring, de les développer, de les conseiller et de les faire travailler. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je sais pas, de réveiller du talent, Et puis on en est revenu un petit peu, c'est cette histoire d'aller de pays en pays, de sauter d'avion en avion, de conflit en conflit. Je pense que c'est une époque qui est un petit peu révolue. Que pendant très longtemps, on a un peu laissé tomber justement ce talent local, du journaliste local, du photographe local, et qu'il faut vraiment le développer. Et justement, là, vous parliez d'éventuelles guerres en France. Vous étiez sur Paris lorsqu'il y a eu des attentats en 2015. Mm-hmm. Quel était votre sentiment? Parce que justement, vous êtes photographe, mais lorsque vous photographiez, lorsque vous faites votre métier, vous allez dans des pays du Moyen-Orient, peu importe, mm-hmm. là où il y a la guerre. Et là, c'est la guerre qui vient à vous, ce n'est pas vous qui vous déplaciez. Donc, sur le coup, j'ai dit oui, c'est pas possible. Sur le coup, j'avais pas envie d'y aller. Sur le coup, moi j'étais à Paris en ce qu'on appelle R&R, je me reposais un peu. C'est pas possible. C'est une situation assez incroyable. Et j'avais pas envie. Donc un espèce de refus d'obstacle. Jusqu'à ce que mon patron à Londres me téléphone, il était à Paris, je dis oui, il dit écoute, tu devrais quand même aller faire un tour. Et j'ai passé bien 48 heures à photographier des visages dans Paris. Mais c'était bizarre. Hein. Je me souviens partir en vélo, j'étais dans le 18e, aller jusqu'au Bataclan, et il y avait il y avait une espèce de silence dans la ville, on sentait vraiment, c'était lourd sur les épaules, tu vois. Il y a une histoire à raconter, il se passe des choses. Je veux dire, il y a un droit à l'information, il y a un droit de savoir. Et nous, notre rôle, c'est justement d'essayer d'aller où vous ne pouvez pas. Et donc les mêmes règles, ce que j'ai appliqué, c'est les règles du jeu de mon expérience sur le terrain que j'ai appliqué à Paris. Et qui a marché, je veux dire.
je me suis retrouvé devant un corps sur un trottoir qui était comme dans un recouvert par une couverture, comment ça s'appelle, une couverture de survie, qui est devenue aussi un petit peu une photo symbolique de cette soirée. Et puis après ça, j'ai passé du temps sur les lieux du crime, à photographier des gens. Et là, c'était vraiment aussi des regards. Vous me posiez la question, est-ce qu'on pose la question, enfin, est-ce que les gens veulent être photographiés? Et là, tout le monde était tellement intense et on était tous vraiment dans la même... on était tous dans le même mode. On avait tous la même colère intérieure. Et ça, je l'ai dit et je le répète, je veux dire, moi j'ai passé mon temps à faire des autoportraits. Je veux dire, en fait, quand je photographiais des gens, je me photographiais moi. Une espèce de transfert j'allais pas mettre à hurler, à pleurer. Mais l'instant, je trouvais, était très très grave. Et ma manière il fallait que je communique mes feelings. Mais je sais pas comment on dit en français. Voilà, merci. Il fallait que je communique mes sentiments. Parce que c'est aussi important. Je veux dire, une bonne photo, c'est si la scène me fait pleurer quand je fais l'image, vous avez la larme à l'œil, ça marche. Si la scène m'a fait beaucoup rire et que vous éclatez de rire en voyant l'image, j'ai bien fait mon travail. Mais surtout, il n'y a rien de pire que de faire une image qui vous laisse complètement différent. Il faut que ça marque, mais il ne faut pas forcément que ça choque. Des fois, il faut que ça choque peut-être, parce qu'il faut remuer un petit peu les sensibilités. Mais j'en reviens, il faut raconter l'histoire telle qu'on l'a vécue, telle qu'on la voit. Et en essayant d'être le plus près possible. Et on n'est pas des machines, on est des êtres humains, oui, on a des sentiments aussi. Voilà. Et donc, pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait devenir photographe? De gagner au loto. De vivre sa passion. Je pense qu'il faut être vraiment passionné. C'est un métier qui est ingrat, c'est un métier qui est... il y a beaucoup de gens pour peu d'espace. Puis il faut être un peu moine aussi, parce qu'il faut... Enfin, c'est un boulot à plein temps. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut savoir vraiment jongler avec une vie de famille, avec voilà. C'est pas un métier facile, mais sur la place parisienne, il y a quelques jeunes photographes qui arrivent à gérer très très bien, et donc je pense que n'importe qui peut y arriver, mais il faut avoir cette passion. Il faut vraiment avoir cette passion. Mais go for it.